Bonjour à tous, bienvenue aux expériences de paysage qui sont donc organisées par la Fédération française du paysage à laquelle vous êtes tous invités pour adhérer, pour participer avec nous à diffuser la culture du paysage. Donc ce matin, nous accueillons Pierre Donadieu, docteur en géographie, ingénieur en agronomie, diplômé en écologie végétale, diplômé aussi de l'École nationale d'horticulture, l'ENSH, et professeur émérite à l'École nationale supérieure du paysage Versailles-Marseille. Donc Pierre Donadieu a écrit beaucoup d'ouvrages en sciences du paysage et en théorie et pratique du paysage. Il a aussi fait émerger dans l'enseignement du paysage à l'École de Versailles Marseille de nombreux projets, de nombreux travaux en écologie, en sciences humaines, l'émergence des APR. Et ce matin, donc, il va nous livrer sa vision de l'évolution du métier de paysagiste liée à l'histoire de la conception des lieux en France. Bonjour à tous. Je me réjouis de cette assistance nombreuse. Alors je vais essayer de... Vous voyez le titre ? Je vais essayer de vous parler d'un point de vue qui est celui d'un témoin. D'un témoin d'une évolution à la fois des pratiques paysagistes et à la fois des formations. Donc j'ai eu la chance, le privilège d'accompagner pendant plus de 40 ans la transformation de ces métiers qui existaient en une profession organisée, aujourd'hui, Fédération française du paysage. Donc ce que je vais vous livrer, c'est une vision sur le long terme, historique, 40 ans, c'est beaucoup. Donc ce que je vais vous raconter, c'est pas quelque chose c'est pas un travail d'historien. Je ne suis pas historien. Ça ressemble un peu à un travail d'historien, mais c'est plutôt un travail de mémoire. Alors de mémoire que j'ai rafraîchi avec beaucoup de documents que je conserve dans mes archives. Mais en même temps, c'est une impression générale, donc avec un certain nombre de grandes tendances que je vais essayer de faire émerger. Et toute personne, en fait, qui, comme moi, ont été témoins ou acteurs de ces transformations pourrait refaire une histoire aussi, et une histoire qui sera probablement pas exactement la même que celle que je vais vous raconter. Alors pour introduire, je vais vous préciser le point de référence de toute cette histoire. Imaginez-vous dans les années 1960. Il y a une seule école de paysage giste en France. Elle est à l'École nationale supérieure d'horticulture. Et en fait, il s'agit d'une section, une sorte de spécialité, qui s'appelle la section du paysage et de l'art des jardins. Elle a été créée en 1945, à la fin de 1945, par un décret du général de Gaulle. Et dans cette section, dans les années 60, dans cette école, il y a des ingénieurs, d'un côté, horticoles, qui font des études en 3 ans. Et puis de l'autre, il y a on va dire une petite, parce qu'elle est minuscule, en termes de place prise et en termes d'enseignants de cette section du paysage et de l'art des jardins. En fait, il y a une quinzaine d'élèves, à peine, à la fin des années 60. Il y a une quinzaine d'élèves en train de travailler, 10 à 15, et qui vont devenir, par un diplôme qui vient d'être accordé, ils vont obtenir le diplôme de paysagiste diplômé par le gouvernement, par un décret de 1961. La profession, à ce moment-là, elle dispose d'un effectif absolument faible. On les a comptés à l'époque. Ils étaient environ 80. 80 dans les administrations publiques, semi-publiques, parapubliques et dans les agences libérales. Presque moitié.
sachant qu'à cette époque, il n'y avait pas encore parfois de distinction très très nette entre les entrepreneurs paysagistes et les paysagistes concepteurs. Problème que l'on retrouve chez les architectes, je dirais, dans l'histoire de l'architecture. Et cet effectif de 80 personnes, aujourd'hui, et c'est je dirais, le premier caractère important, il est passé de 80 à plus de 3500 paysagistes concepteurs, issus non plus d'une école, mais de 6 écoles. Donc c'est un premier point important, je dirais, d'évolution du contexte, dans lesquels, vous allez voir, il y a des innovations, il y a des inventions dans les pratiques, ne serait-ce que par exemple par l'informatique, mais il y a également beaucoup de renouvellement d'idées, voire de reprise d'idées oubliées et qui appartenaient au XIXe siècle. Parce que ces métiers sont nés au XIXe siècle, même peut-être certainement même avant, et des interventions de Luisa Limido, si vous avez suivi, et de 2 historiennes, Luisa Limido et Chiara Santini, ont bien montré que finalement, c'est à ce moment-là, à l'école d'horticulture, c'est la première école dans le monde qui émerge. Bon, on peut regarder dans le détail, il y en a eu un petit peu d'autres avant, en France à l'école du Breuil, en Belgique, mais en fait c'est le premier moment où, en 1873, apparaît, dans le cadre d'une école d'horticulture, une chaire d'architecture des jardins et des serres. Donc, et toutes ces questions, tous ces thèmes de l'architecture de paysage, qui commencent à s'appeler comme ça, avant c'était plutôt architecture de jardin ou jardiniste, commencent à s'organiser en relation, et on va le voir, avec l'urbanisme. Et l'urbanisme naissant, puisque c'est à la fin du XIXe siècle que les idées d'urbanisme, donc de construction rationnelle des villes, commencent à se développer. Non pas qu'elles étaient innovantes, on savait construire des villes avant, mais le mot même urbanisme apparaît à la fin du XIXe siècle. Donc retenez ce premier grand mouvement quantitatif d'évolution du nombre d'écoles, du nombre de praticiens, une évolution tout à fait étonnante et qui, dans les pays voisins, on va parler de l'Angleterre par exemple, se produit de la même façon, à partir des mêmes écoles. Parce que la deuxième école qui apparaît dans le monde pour former des architectes paysagistes, c'est à Boston, à Harvard, en 1899. Donc le noyau de formation est bien là. D'un côté, issu de l'horticulture, de l'autre côté, issu de l'architecture. Et ces deux origines sont complémentaires, mais vont souvent souffrir de rivalité. Alors en particulier, comme à Versailles, où il y a à la fois une école de paysagistes et une école d'ingénieurs horticoles. Deuxième idée majeure dans ces 40 dernières années, le changement de la notion de paysage. La notion de paysage, et alors là je fais vraiment très très schématique et très court sur une notion extrêmement complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Au XIXe siècle, et pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la notion de paysage était issue de l'histoire de la peinture, qui avait inspiré l'art des jardins, on va dire. Et l'art des jardins pittoresques, sublimes, etc., qui ont engendré ce qu'on a appelé le style paysager, avec peut-être, si vous avez des plans dans la tête, des dessins d'allées particulièrement contournés, comme au but de Chaumont, comme au parc Montsouris, etc. Cette notion de jardin et de paysage pittoresque, puisque finalement le jardinier paysagiste ou l'architecte paysagiste fabriquait des scènes de parcs et de jardins comme des tableaux. Cette notion-là a tout doucement disparu. Elle a été remplacée par quoi? Par une autre notion qui est arrivée tout doucement et que vous a théorisé mon collègue Augustin Berck, si vous avez suivi cette conférence. C'est-à-dire la notion de science du milieu, qu'il a appelée la mésologie, et qui en fait correspond à des termes que l'on trouve dans l'enseignement dès les années 60. Milieu physique, milieu humain, domaines qui ont permis de structurer.
structurer l'enseignement, mais qui en même temps éloigne cette question de la peinture, tout en la gardant. C'est plein de paradoxes, l'évolution des formations et des pratiques. Et aujourd'hui, vous me direz où est-ce qu'on en est. Alors, je vous montre cette image, We Are the Landscape. C'est issu d'un petit livre, 2009, qui vient de la Convention européenne du paysage qui est à Strasbourg, donc le Conseil de l'Europe, et qui vulgarise ce qu'est aujourd'hui le paysage tel que la Convention européenne, dont on parlera très très vite. Et cette notion de paysage, finalement, aujourd'hui, elle est assimilable à la notion de milieu, c'est-à-dire de milieu vécu. On pourrait dire, pour faire très très simple, très schématique, qu'on passe du paysage vu au milieu vécu. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est beaucoup moins la vue qui va importer que les impressions, sentiments que le corps éprouve. Et dans la pratique, on a effectivement, avec beaucoup d'autres transformations dans le contexte qui vont apparaître. Donc on passe au milieu du mieux-être, c'est-à-dire que la finalité du paysagisme, c'est effectivement de compléter des pratiques d'aménagement d'espace qui ont été qui ne couvrent pas tout le champ des besoins humains. Pour le dire simplement, le paysagiste intervient là où la compétence des urbanistes, des architectes, des ingénieurs s'arrête. C'est une définition par différence, mais qui montre très exactement quelle a été l'ambition, voire l'utopie de la pensée paysagiste, mais utopie qui est devenue réaliste. Dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de cultures, et avec des réponses extrêmement différentes, dont celle qui vise à singulariser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse universelle et modélisable, mais il y a pour chaque site, pour chaque lieu, une manière finalement de poser la question et de trouver la réponse. Et ça a été tout l'enjeu, je dirais, de la différence entre la pensée de l'ingénierie et la pensée du paysagisme. Voilà, ça c'est une deuxième transformation, pour être une modification lente, qui est absolument capitale. Il faut que j'aille un peu plus vite. Troisième notion qui, elle, va être tout à fait importante pour expliquer cette transformation de 80 paysagistes à 3500 et plus, ça va être ce que j'appelle la coévolution. Et cette coévolution, ça veut dire une notion simple, intuitivement vous la comprenez, ces trois acteurs que j'indique, l'État, le gouvernement, les maîtres d'ouvrage, de plus en plus publics et de moins en moins privés, au fur et à mesure que le temps passe, dans ces 40 ans, et les professionnels, qui sont les paysagistes. Cette coévolution va faire que l'État va enclencher un certain nombre de souhaits, de cadres juridiques, que les maîtres d'ouvrage vont être, et Versailles jouera un rôle important, enfin l'école de Versailles, pour former les maîtres d'ouvrage à la commande publique de paysages. Et puis de l'autre côté, les paysagistes qui eux-mêmes sont formés vont être à la fois des gens formés et des formateurs de la commande publique. Sachant que le cadre juridique incite, n'oblige pas, ce ne sont pas nécessairement des injonctions, comme les radars sur la route. Il s'agit d'un accompagnement, d'une traduction juridique, on va le voir après, de ce qui va faire évoluer les pensées et les pratiques paysagistes pour que ces fameux besoins des sociétés, en particulier dans les régions urbaines, soient satisfaits de manière correcte. Et là où architectes, urbanistes, ingénieurs ont une culture qui s'arrête. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas aller, pas toujours bien sûr, mais ils ne peuvent pas facilement aller au-delà des connaissances modélisables, universelles et applicables partout. Donc vous voyez que la singularité, la singularisation, c'est une notion tout à fait importante dans ce métier et qui va effectivement leur apporter une place dans le marché et une adéquation avec la demande sociale. Alors, je vais vous expliquer en 5 points successifs
quelles sont ces modifications, quelles sont ces évolutions des pratiques en 5 points. Alors, ces 5 points sont les suivants. Le premier, c'est une réinvention du projet urbain de paysage. Comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ce n'est pas une invention, c'est une redécouverte. Je dirais après la période de la guerre, et puis de la crise de 29, etc. On redécouvre ce qu'est finalement une manière de penser la fabrique urbaine. Le deuxième point, ça va être aussi de voir quel rôle ont joué les sciences. Les sciences, c'est un contexte dans lequel évoluent ces pratiques, notamment de sciences de la ville. Mais quelles sont les sciences qui ont modifié, pas beaucoup, mais qui ont permis une sorte de porosité entre la connaissance scientifique et la pratique paysagiste? Alors on va le voir, c'est assez homéopathique, peu visible, sauf dans certains cas que je vais signaler. Et ce que j'appelle acculturation, ça veut dire tout simplement que les pratiques et la pensée paysagiste importent des idées, des méthodes, des démarches, des concepts qui viennent du domaine scientifique et qui sont réinterprétés. Ils ne sont pas utilisés de manière, je dirais, extrêmement fidèle avec la pensée scientifique. Ils sont importés dans la pratique et on les retrouve ou on ne les retrouve pas dans les discours paysagistes qui expliquent, justifient un projet. Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire que la culture scientifique est à distance des pratiques paysagistes, mais influe sur ces pratiques. Et de la même façon, ces pratiques deviennent des objets de la recherche scientifique. Personnellement, j'ai joué un rôle en créant, à la demande du ministère, des laboratoires de recherche, un laboratoire de recherche à l'école de Versailles, qui aujourd'hui est fonctionnel, certainement moins important que des grands labos de l'université, mais qui joue son rôle finalement pour créer des connaissances nouvelles sur ces pratiques, notamment sur un plan historique. Troisième, acculturation, c'est-à-dire d'importation, là aussi souvent timide, peu visible, du droit, du cadre juridique et surtout des actions publiques, des actions politiques. Ça ne veut pas dire que les paysagistes vont devenir des juristes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des politistes. Mais ça veut dire que toute leur action, finalement, est cadrée par, finalement, des obligations des maîtres d'ouvrage, en particulier, de faire différemment. Pensez, par exemple, au développement durable. Pensez aux transitions énergétiques, qui jouent un rôle pour influer à la fois sur les pratiques des architectes et sur la pratique des paysagistes. Alors, comment ils le font? Est-ce qu'ils le font bien, entre guillemets? À chaque fois, il y a réinterprétation de ces notions juridiques, politiques, de ces injonctions, souvent, avec des réponses extrêmement variées, puisque cette universalité de l'injonction politique s'entrechoque frontalement avec la nécessité de la singularité du lieu. Donc, il y a une traduction à faire entre les deux. Quatrième influence, j'irai plus vite après, acculturation par les arts visuels, par le champ artistique, par le domaine de la création, avec là aussi des innovations, je pense, de réelles innovations qui ont diffusé ensuite dans le corps praticien, mais avec des succès variés, des convictions variées, des résultats qui ne sont pas les mêmes. Et puis, dernier point, les formations. Alors, je vous en parle parce que ça a été mon métier d'enseignant-chercheur. Ces formations se sont démultipliées et toutes ces idées d'augmentation du nombre de paysagistes, à la fois comme praticien libéral et comme agent des actions politiques de paysage, distinctes des problèmes patrimoniaux, distinctes des problèmes d'environnement. Donc vous voyez que toute l'histoire de ces métiers, ça a été l'histoire d'une différence à accuser, à argumenter, de façon à ce que ce métier prenne son autonomie. Alors que dans ces années 60, on pensait le paysagisme,
Oh, plutôt comme un complément de la formation des agronomes et des architectes. Ça suffisait. Pensait le gouvernement. Toute l'histoire a été de montrer que ça suffisait pas, que c'était pas ça la solution, qu'il y avait une culture paysagiste à développer et qu'il fallait effectivement trouver les moyens de former correctement et non pas en complément de. Et ça a été gagné. Mais il a fallu 40 ans. Alors, je vais illustrer donc ces 5 points en insistant plutôt sur les trois premiers. Alors, le premier point, c'est ce que j'appelle la réinvention du projet urbain de paysage. Alors, je cite, que j'introduirai à chaque fois par une citation, je cite un architecte paysagiste américain qui, si j'ose dire, a pris le train en marche, là aussi, parce que ce n'est pas une innovation, et qui dit dans 2006, dans un manifeste important, un livre international, il dit « Faire la ville, non pas avec l'architecture, mais avec le paysage ». James Corner est architecte paysagiste à l'Université de Pennsylvanie, et c'est aujourd'hui une des références dans ce domaine. Ça veut dire que ces praticiens, il y avait des architectes, des paysagistes, des urbanistes, etc., mettaient en avant cette idée que s'appuyer sur l'idée de paysage permettait effectivement de mieux répondre à la question de la fabrique urbaine et à la question que posaient les habitants sur leur cadre de vie. Alors, je vous montre maintenant une image que vous avez sans doute vue si vous avez assisté à la projection de la conférence de Mounia Benani. Et cette photo, que dans sa thèse, cette image, ce plan, qu'elle a mis longtemps à trouver, est tout à fait une illustration, je dirais, de cette pensée de l'urbanisme paysagiste, expression qui n'existait pas au début du protectorat marocain. Et vous voyez ces taches vertes avec ces flèches. En fait, c'est une espèce de proto-plan de paysage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se soucie, et c'est Lyotet lui-même, le fondateur du protectorat marocain, qui finalement indique que sur ces taches vertes, on va voir l'embouchure du Bourg-Greg, on va voir la Médina, et de l'autre côté qu'on ne voit pas, le parc du Belvédère va vers l'océan. Donc cette idée que la visibilité des sites est important à prévoir dans l'organisation de la ville, est déjà là, et ce plan de paysage fait par Forestier avec Prost, en fait, montre qu'on a déjà cette pensée-là. Et cette pensée-là, après la Première Guerre mondiale, va exister en France avec Forestier, mais ensuite va se dissoudre complètement. Et elle réapparaîtra que justement avec les écoles, la politique publique dans les années 80. Donc cette idée de l'urbanisme paysagiste, c'est réellement une inflexion, une prise une sorte de solidification, entre guillemets, d'une pensée qui était floue, confuse, et qui fait que finalement, là où il y avait une sorte d'évidence avant, l'urbanisme, finalement, se nourrissait de l'horticulture ornementale pour agrémenter la ville. Ça suffisait. En gros, oui, ça a suffi pendant un siècle. Et puis maintenant, ça ne suffit plus. Enfin, maintenant et très tôt, ça ne suffisait plus. C'est ce qu'indique ce document. Alors, j'insisterai pas parce que vous connaissez peut-être tout cela. Les refondateurs, il y a des figures professionnelles. Alors j'en indique ici 3 qui sont connus par tout le monde et qui ont la caractéristique d'être Jacques Simon et Jacques Sgard, des paysagistes formés à Versailles, Michel Corajou qui est venu des arts décoratifs, mais Jacques Sgard était un urbaniste diplômé de l'Université de Paris, et Michel Corajou et Jacques Simon ont travaillé à l'atelier d'architecture et d'urbanisme de Paris. Donc ça veut dire qu'ils étaient eux-mêmes dans leur formation et dans leur pratique totalement au contact finalement de la demande des urbanismes et des architectes. Et ils ont travaillé finalement avec ces figures professionnelles
pour fonder à la fois la pratique et en même temps les formations qui allaient avec. Alors, j'indique tous les grands prix qu'ils ont eus, qui a été, là aussi, il ne faut pas l'oublier. Comment est-ce que ces figures émergent dans l'histoire? Elles émergent parce que l'État désigne des qualités, désigne des figures dont les travaux sont au service de l'intérêt public. Donc les grands prix du paysage, les grands prix de l'urbanisme qui ont été accordés à 3 paysagistes jouent un rôle fondamental pour rendre visible la qualification qui est la leur. Donc c'est à cette époque-là que, dans le cadre de politiques aussi publiques qu'on pourrait appeler les politiques vertes, à l'époque ça prenait un peu le relais des espaces verts à une échelle géographique différente, on complétait par exemple à Paris avec le parc du Saussay, donc le concours était en 1978, on complétait les ceintures vertes des grandes agglomérations et de Paris en l'occurrence, alors avec des références qui sont à la fois rurales, ce qui était nouveau, totalement nouveau, là, dans le cas de Michel et Claire Corajou et Jacques Coulon, et en même temps, la référence au jardin, comme vous voyez en bas, restait très prégnante. On est dans une phase où effectivement la culture du jardin, de l'art des jardins, reste finalement une inspiration nécessaire. Ce qui va changer également, alors changer relativement, c'est la notion dans l'urbanisme, de proposer des documents qui vont orienter la fabrique urbaine. Alors dans ces documents, je vous ai montré Rabat, c'était ancien, il y en a eu d'autres entre les deux, et ici on est en 2000, et voilà un document qui vous montre ce que l'agence Folléa-Gautier, donc des paysagistes formés à Versailles, ont fabriqué comme charpente paysagère d'une région urbaine. Le vert, c'est la forêt, le jaune citron, c'est l'espace agricole avec aussi quelques vignes, et puis orange, là-haut, le Médoc, ce sont les meilleurs vignobles, et au milieu, il y a la vallée de la Garonne, qui est inondable, avec tout un ensemble que je ne détaille pas, disons, de relations entre la forêt, le fleuve et l'écoulement, l'hydrographie. Là aussi, c'est le site, c'est le relief, c'est parce qu'on est à Bordeaux et on n'est pas à Marseille ou à Lille, c'est que ce plan de paysage, il est approprié à la singularité du lieu. Donc ce plan de paysage, on va le retrouver, et aujourd'hui, il est devenu une évidence, il fait partie, depuis les années 90, des documents qui sont nécessaires aux urbanistes pour élaborer les schémas de cohérence territoriaux et les plans locaux d'urbanisme communaux et intercommunaux. Donc ça veut dire que ces outils, cette boîte à outils, s'est mis en place, je dirais, dans cette nécessité d'associer production de la ville par la pensée urbanistique et en même temps par la pensée paysagiste. Alors avec une illustration, voilà par exemple des règles d'urbanisation dans la région urbaine de Bordeaux, où ces flèches vous indiquent finalement les précautions, les règles à adopter pour implanter, pour urbaniser ou ne pas urbaniser, de façon à conserver une qualité de paysage qui n'était pas nécessairement vue, appréciée par les urbanistes qui ne se promenaient pas forcément partout. Donc ces règles d'urbanisation, c'est un apport finalement de la pensée paysagiste, là où elle faisait souvent défaut dans la pensée urbanistique. Un autre aspect qui est là aussi lié à cette interrelation entre pensée de l'urbanisme et pensée paysagiste, ça a été ce qu'on a appelé le retour au fleuve. Oui, c'est en anglais, là, je ne sais pas pourquoi. Donc ça veut dire que la mise en paysage, le terme est important, comme on dit mise en patrimoine. La mise en paysage a été ici prise en charge par la pratique paysagiste, à la fois pour montrer et pour transformer, montrer les qualités des bords du fleuve et en même temps trouver des lieux de pratique sociale, de loisirs, etc., avec un élément important qui est aussi la caractéristique
de la pratique paysagiste, qui est le rapport à la nature, rapport au ciel, rapport à l'eau, rapport à l'arbre, etc. Et ces déclinaisons aboutissent ici dans quatre cas, 4 villes, et il y en a beaucoup plus, à Bordeaux, à Lyon, sur les bords de la Seine à Paris, et à Nantes. Je vais en reparler un tout petit peu après. Donc ce retour aux bords de rivière, alors que les bords de rivière étaient abandonnés, et une grande partie des pratiques paysagistes sont liées à cette capacité de reprendre finalement les lieux d'abandon. L'urbanisme paysagiste, d'ailleurs américain, a fonctionné également sur les lieux d'abandon, qui ont été requalifiés sur les voies ferrées, sur des zones de dépôt d'ordures, etc., et des usines désaffectées. Je dis, c'est pas non plus une façon générale de traiter le problème, mais ça a été une entrée dans la refabrication de la ville, et de la ville abandonnée en particulier, par l'industrie. Bon, là, j'insiste pas. Même exemple qui a été, je dirais, préparé, donc avec les bords de la Garonne à Bordeaux, avec le travail de Michel Desvignes, et qui, en fait, est préparé par une technique qui a été introduite dès les années 80, au moment où l'école de Versailles, qui était toute seule à l'époque, a été sollicitée par une organisation ministérielle qu'on appelait la Mission Paysage, en demandant de former des paysagistes capables d'intervenir sur les lieux de la déprise industrielle. Et déprise industrielle dans l'Est, sidérurgique, dans le Nord, exploitation du charbon, mais également les bords de fleuves qui étaient abandonnés, où les fonctions portuaires disparaissaient. Et planter aujourd'hui, bâtir demain, ça a été un livre des années 80 qui préparait finalement la façon d'organiser le devenir des lieux abandonnés, en plantant jeunes, très jeunes, puis ensuite en faisant évoluer cette végétalisation des lieux abandonnés, en y installant de nouvelles usines, des nouvelles activités, des nouveaux habitats, voire y installant des parcs. Donc c'était une sorte de transition qui a été assurée ici par une politique publique. Et c'est fondamental, parce que dans les pays où il n'y a pas de politique publique, vous aurez beau former des paysagistes, s'il n'y a pas de politique publique, il ne se passe rien. Les lieux sont abandonnés, les propriétaires disparaissent, et un peu comme aux États-Unis, et la ruine subsiste. Et là, je dirais, le rôle de l'État a été absolument capital. Si j'avais à formuler la pensée de l'État à ce moment-là, c'était de dire « nous ne pouvons pas laisser les populations vivre dans ces ruines. Donc il faut faire quelque chose ». Et ça a été effectivement, je dirais, la lancée de cette politique où les paysagistes ont trouvé énormément de marchés intéressants. Alors, pour terminer sur ce... Il y a à chaque fois, je crois que les paysagistes ont essayé de trouver des pratiques originales. Et ces pratiques ont toujours été autour de la question de mettre en paysage le site, le montrer, le révéler, comme Alexandre Chemetov dans l'île de Nantes, ce qu'on a appelé l'urbanisme de révélation. Montrer qu'un site existe dans ses rapports à l'eau, mais en même temps ne pas décider trop tôt de ce qui doit, de la manière de le penser. Donc ça va être les pratiques à la fois d'installation des activités nouvelles et en même temps les pratiques du public qui vont engendrer finalement une reconnaissance par le public lui-même. Donc là, vous voyez arriver une autre idée que le paysagisme finalement doit être relié au public, à la manière dont le public s'installe, découvre, pratique, fait des pique-niques, etc. Et ça, c'est une idée qui va se développer de plus en plus. Bon, donc vous avez compris finalement ce rôle fondamental de cette relation construite pas à pas entre urbanistes et paysagistes qui finalement s'est déclaré extrêmement, disons, à bénéfice réciproque dans un colloque dont je me souviens qui était à Toulouse en 2003. Les urbanistes ont déclaré « nous avons besoin des paysagistes ». Et aujourd'hui, je dirais presque que c'est irréversible.
Alors, deuxième point, je vais un peu plus vite, la science, les connaissances scientifiques, les connaissances objectives. Je vous ai dit à quel point il y avait une porosité légère et qu'à chaque fois il y avait une sorte de réticence à accueillir le champ scientifique en tant que tel. Donc c'est une acculturation légère, c'est pas un refus, mais c'est à chaque fois une réinterprétation. Exemple, les paysagistes ont emprunté aux géographes les atlas de paysages. Ils ont fait pratiquement à partir de 1996, à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Yves Luginbull, qui est un géographe, et qui a été ensuite, et ce n'est pas un hasard, l'un des rédacteurs de la Convention européenne du paysage de Florence en 2000. Et qui a mis au point, avec le ministère de l'Équipement, un dispositif qui va faire partie de la boîte à outils, qui est la cartographie des unités de paysage dans tous les départements français. Cette opération a duré 10 ans, 96-2006, et au bout de 10 ans, on a commencé à les refaire, parce que disons, les choses évoluent. Mais en même temps, ces atlas, ils étaient parfois très géographiques, pas assez paysagistes. Ils ne posaient pas assez de questions sur le diagnostic, que sur ce qu'il fallait faire, sur les recommandations. Ils étaient trop scientifiques. Et puis même la cartographie elle-même, je me souviens de débats en disant, les géographes disaient ceci, c'est-à-dire avant là, ceci est une carte des paysages. Les paysagistes disaient, en montrant ceci, non, ça c'est une carte de paysage. Quelle est la différence? La différence, c'est la notion qui est apparue dans les années 90 de carte sensible. Et la carte sensible, c'était une façon de représenter les choses, non pas du point de vue de la connaissance exhaustive, de l'hydrographie, de l'économie, etc., et de l'occupation du sol, mais du point de vue de la perception qu'on en avait, avec un registre de couleurs qui était varié. Donc, vous voyez ici l'Atlas du paysage des Yvelines de 93, et le même fait en 2006 par l'agence Folléa-Gauthier. Alors, si on avait le temps, vous verriez que c'est le registre, c'est un choix de représentation autour de la question des paysages sensibles. Et en fait, ces deux auteurs n'ont pas exactement la même idée de ce qu'il faut représenter du point de vue de la sensibilité. Qu'est-ce que c'est qu'une vallée? Qu'est-ce que c'est qu'un plateau? Qu'est-ce que c'est qu'une forêt? Qu'est-ce que c'est qu'un... etc. Donc à chaque fois, retenez ça, c'est que la technique paysagiste va modifier finalement le modèle initial. Si bien qu'aujourd'hui, on a donc autant d'atlas de paysages que de départements, mais il n'y a pas un seul atlas qui est fait de la même façon. Et aujourd'hui, pour les renouveler, c'est un autre problème à aborder, ça pose beaucoup de problèmes, mais en même temps, la connaissance, je dirais, un peu encyclopédique, cartographiée, a été accumulée, ce qui permet à chaque fois qu'un paysagiste intervient sur un plan d'occupation des sols, sur un plan local d'urbanisme, ou sur un SCOT, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, quelles ont été les évolutions, est-ce qu'elles ont été finalement celles qui étaient positives, est-ce qu'elles ont été confirmées, celles qui étaient négatives, est-ce qu'elles ont été stoppées. Donc on entre dans un registre qui est le temps, pas simplement l'espace, mais le temps finalement du changement. Deuxième champ scientifique qui pose les mêmes problèmes, c'est-à-dire la référence scientifique est là, la connaissance est là en sciences écologiques, en sciences de la biodiversité, pratiquement à partir du colloque de Rio en 92, de savoir effectivement quelle est la posture des paysagistes. Est-ce que ce sont des agents de la défense de la biodiversité, ou bien est-ce que cette injonction internationale est discutable? Alors, bien sûr, je ne vais pas aborder le problème, mais sachez qu'il y a eu, je dirais, une mise à distance également là des paysagistes libéraux qui n'ont pas, je dirais, qui ont interprété ou sont restés indifférents à la question de la biodiversité, mais n'ont pas nié l'intérêt des sciences écologiques pour leur permettre de mieux comprendre les milieux où ils intervenaient, de respecter les notions de milieu écologique.
Donc il y avait un héritage de compréhension des sites dans lesquels il devait planter, etc., ou améliorer les sols, mais en même temps, il y avait une écologie politique qui apparaissait, et pour lesquels, en particulier dans les années 60, fin des années 70, la plus grande méfiance de leur part existait. Si bien que le mot écologie, en particulier pour les paysagistes versaillais, ce qui n'est pas le cas pour les ingénieurs d'Angers, a suscité, disons, une manipulation prudente. Vous avez ici, par contre, un parc, le parc Matisse à Lille, où dans le début des années 90, le paysagiste Gilles Clément, donc, avec l'agence Empreinte, a pris une position militante. Ce parc est un manifeste pour la conservation, la protection de la biodiversité. Il a d'ailleurs été peu compris, en particulier par le voisinage, mais reste aujourd'hui une façon finalement de prendre position, et Gilles Clément et ses émules ont effectivement continué à travailler avec la notion de tiers-paysage en particulier, mais cette prise de position, cette posture militante et engagée reste une exception. En revanche, toutes les questions de gestion de la biodiversité sont rentrées beaucoup plus facilement dans la culture des ingénieurs paysagistes, mais avec ici, je dirais, une concordance évidente entre, je dirais, les gestionnaires, qui sont des ingénieurs, des techniciens formés à la question de la biodiversification, et le concepteur, qui lui-même est un homme engagé dans la question de la biodiversité. Dans ces cas-là, tout va bien. Dans les cas où il y a divergence, c'est-à-dire où le concepteur n'articule pas forcément avec une question de gestion, là il y a problème qui ne sont pas forcément résolus aujourd'hui. De la même façon que les questions qui sont tout à fait contemporaines d'écoquartiers sont souvent traitées à la manière je dirais, à la manière ancienne, c'est-à-dire de végétalisation, d'arborisation. Mais si vous regardez aujourd'hui comment les écoquartiers sont vécus à travers le monde, dans les nouveaux quartiers, vous apercevez qu'il y a des villes, je pense à une ville américaine en Californie, où pratiquement tous les arbres sont appropriés par chaque habitant voisin, et qui disent dans les petites affiches sur les arbres, ceci est mon arbre. Et ils parlent de urban forest, forêt urbaine. Alors bien sûr, ça ne peut rien avoir avec une forêt. Mais l'idée finalement de ces arbres un peu protecteurs, rassurants, vient effectivement par la base, par l'habitant. Et ça, c'est une notion importante qui va se développer de plus en plus, sur laquelle d'ailleurs je ferai la conclusion. Autre domaine scientifique qui est le domaine de l'histoire. Le domaine de l'histoire a joué un rôle extrêmement important, surtout quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il fallait faire, plus exactement qu'est-ce qu'il fallait ne pas faire, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, les architectes ont appelé la tabula rasa, c'est-à-dire qu'on ignore ce qui s'est passé avant, et on construit sans en tenir compte. Ça a été une des critiques fondamentales et qui a abouti à un phénomène qu'on appelle la mise en... Alors, soit la mise en mémoire, soit la mise en patrimoine. C'est pas la même chose. La mise en mémoire consiste à rappeler dans le site des signes, finalement, de ce qui a existé. Je vais montrer des photos. Et la mise en patrimoine consiste à désigner des sites, de les aménager, comme ici, un site post-industriel dans la Roure, avec le travail de Peter Latz, et il consiste à introduire dans la ville, finalement, des lieux de mémoire à transmettre. Donc ce sont des patrimoines. Et là, le paysagiste, et l'image prise pour vous en parler, raconte finalement une mise en paysage d'un patrimoine industriel, qui par ailleurs reste là comme un témoin de l'histoire de sidérurgique de la Roure. Même chose dans le musée du Louvre, à Lens, où Catherine Mosbach, relativement récemment, montre par cet arbre que vous voyez en haut au premier plan, comment finalement, dessous, dans ce trou où il est planté, avec ses couleurs sombres, il y a un terril de mine, de charbon. Donc signe de la mémoire, mise en mémoire, témoignage perceptible qui raconte finalement un lieu. Le projet de paysage devient un récit. Troisième thème,
ce que j'appelle des acculturations juridiques et politiques, c'est-à-dire, et qui, c'est assez logique de commencer par ça, qui vous montre la définition juridique du paysage qui va désormais être partagée par la majorité. Le paysage comme perception d'une partie de territoire par les populations et dont le caractère, c'est un mot extrêmement important, le caractère perceptible donc, résulte de l'interaction des caractères et de facteurs naturels et ou humains. Cette notion de perception et cette notion de caractère, c'est-à-dire qu'est-ce qui va caractériser un site, un paysage, un lieu, qu'est-ce qui va le singulariser, qu'est-ce qui va le rendre différent des autres. La responsabilité du paysagiste, elle est là. Elle n'est pas de faire quelque chose qu'on a déjà vu. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'appropriation d'un territoire singulier, propre. Alors pour ça, en France, on s'y est pris très tôt. Pratiquement l'année de la naissance du ministère de l'Environnement en 1971. Le ministre de l'époque a dit, mais il y a un problème de paysage en France. Remembrement destructeur, construction anarchique. Où sont les experts? Ah, on a dit, monsieur le ministre, les experts sont à Versailles, en forme des paysagistes. Il consulte un deuxième expert. Monsieur le ministre, on est désolé, mais ce sont des paysagistes jardiniers. Le ministre dit, ça ne convient pas. Bon, après de nombreuses péripéties que je n'évoque pas, eh bien, le ministre dit, avec d'autres ministères, nous allons créer un centre national d'études et de recherche du paysage à côté de Versailles. C'était une provocation. Et vous voyez le bâtiment qui a été construit, qui n'existe plus, qui a été construit dans l'effervescence de mai 68, il y a 40 ans. Donc, dans ce CNERP, on a fait apparaître une formation qui a duré 5 ans, 6 ans, et qui a permis de former des paysagistes déjà, des ingénieurs agronomes, des architectes, qui finalement s'emparaient de la question paysagère, c'est-à-dire de la difficulté pour les habitants à assumer finalement les paysages de destruction, et qui étaient faits tous au nom du progrès, mais qui étaient faits souvent n'importe comment. Et à partir de là, le CNERP a duré très peu de temps, et l'école de Versailles, créée en 1976, a récupéré à la fois la mission jardinière, la mission de maîtrise d'œuvre, et à la fois une mission qu'on a appelée avec une expression qui m'a toujours étonné, paysagisme d'aménagement. Grand paysage, et qui existe toujours, et qui est intraduisible en anglais. Les Anglais m'ont souvent dit, ou les Américains, mais pourquoi vous n'utilisez pas le terme de landscape planning, de landscape management? Non, c'est paysage d'aménagement. Donc on reste avec cette notion qui a l'avantage d'être singulière. Alors ces politiques publiques, bien sûr, je ne vais pas les détailler, je ne fais que les énumérer. C'est tout le cadre juridique incitatif qui finalement, dans lesquels la commande de marché, de commande publique, la formation des maîtres d'ouvrage s'est faite et se fait toujours aujourd'hui. J'énumère, loi de protection de la nature, loi paysage, c'est celle en particulier qui met en place les chartes de paysage intercommunales des parcs naturels régionaux, qui en ont fait des territoires exemplaires. Il y en a aujourd'hui plus de 50. Les plans et atlas de paysage dont j'ai parlé, expérimentés des années 91, mis en place en 1996, 95-96, débouchant sur la Convention européenne, la France était remarquablement préparée, ce qui n'était pas le cas de l'Espagne ou de l'Italie, puisque nous avions déjà expérimenté les outils de la Convention. Donc après, ça a été assez facile. Alors, il a fallu attendre la ratification. Alors, on a attendu 6 ans, 2006, il y a ratification. Mais les préfets, ils n'ont pas eu nécessairement à enjoindre les praticiens, les communes de le faire, puisque c'était déjà en route. Voilà une signature d'une charte paysagère. 2 maires dans le Vexin français, à l'ouest, nord-ouest de Paris. Voilà, ils ont signé la charte paysagère. Ils s'engagent à avoir des conduites vertueuses sur le patrimoine, sur la protection des sites, sur
l'accès au public, mais également sur les questions d'emploi, sur les questions d'économie, sur les questions d'entreprise. Les parcs sont devenus des territoires vertueux. Et l'emploi des paysagistes, il y a eu beaucoup d'emplois également dans ces parcs. Et beaucoup de commandes. Et voici un plan de paysage. C'est à Véteuil, commune célèbre parce que le peintre Claude Monet y est intervenu. Vous avez cette grille qui indique finalement les zones sous contrôle, le nombre de constructions qui seront autorisées chaque année. Petite commune, c'est pas 500 habitants, je pense, à l'époque. Le maire n'avait le droit qu'à 2 constructions, 2 permis de construire par an. Mais parce que l'objectif du parc, de la commission scientifique du parc, c'était d'arrêter la croissance démographique de ce parc. Dans ce parc. Ce à quoi ils sont effectivement arrivés au bout d'une quinzaine d'années. Au moins de ralentir. Dans la région parisienne, même chose avec les urbanistes, les schémas régionaux, ici des espaces agricoles, donc avec beaucoup de raffinement aujourd'hui. Vous voyez ces grandes flèches vertes, c'est effectivement les pénétrantes naturelles, forestières. Ces flèches marron sont les pénétrantes agricoles dans la région parisienne, un peu à la manière de Copenhague. Vous avez un plan en doigt de gant. Donc, finalement, la campagne entre dans la ville. Là, c'est quelque chose qui y ressemble et qui est maintenu depuis 30 ans par le schéma directeur d'Île-de-France, qui est finalement la référence de l'urbanisme francilien. Et puis, il y a, vous savez ici, le schéma de cohérence territoriale de Montpellier, en 2004. Il y a eu une invention, je ne sais pas si c'est une invention, mais il y a eu une réunion de compétences autour d'une ville qui n'avait pas de plan directeur. Donc, où la construction se faisait de manière relativement, je ne peux pas dire anarchique, mais un peu chaotique. Et où il y a eu cette idée que finalement le vide que voyaient les urbanistes, mais ce n'était pas du vide, c'était plein d'activités extrêmement intéressantes pour restructurer, réorganiser la région urbaine. Et on a appelé ça, ce qui faisait sourire les géographes et les agronomes, qui avaient compris qu'ils n'existaient pas dans la culture urbanistique, on a appelé ça l'inversion du regard. D'un seul coup, le vide, c'est une sorte de grand déclic culturel, au moins pour cette agence d'urbanisme, le vide est plein. Et il y a des gens qui s'en occupent. Et les paysagistes sont des médiateurs entre le monde agricole, les géographes, les écologues, etc. Et ensuite, à partir de là, dans ces années 2000, il y avait vraiment une réflexion là-dessus. Et la notion de région urbaine, qui vient des États-Unis, a peu à peu entré finalement dans la culture paysagiste. Et puis l'invention la plus importante, c'est un mot qui l'a introduit, c'est le mot gouvernance. La gouvernance paysagère territoriale. C'est-à-dire l'idée que ce ne sont pas uniquement les schémas directeurs, les plans de paysage, les chartes de paysage qui gouvernent l'évolution d'un territoire, mais que ce sont également ses habitants, ses acteurs. Vous avez ici le bloc diagramme de la plaine de Versailles. Vous devinez, complètement à droite, partie grise, c'est le parc de Versailles. Ce qui est jaune, c'est agricole, grandes exploitations agricoles, et ce qui est vert, c'est la forêt domaniale. Et puis ce qui est rouge un peu, ce sont les implantations urbaines. Donc ce site est devenu un site classé, dans lequel agriculteurs, élus et habitants se sont réunis autour, dans une structure qui permet de travailler ensemble. Et aujourd'hui, vous allez voir la photo suivante, et aujourd'hui, cet espace est à la fois agricole et urbain. Moi, je dis agri-urbain. Voilà le résultat. Ça c'est en 2009. Donc, depuis 2009, depuis presque 10 ans,
la concertation existe entre les services du château qui disent « mais c'est très bien, cette grande plaine agricole, on va pouvoir y mettre des hôtels, on va pouvoir y mettre des golfs, etc. » Et les agriculteurs ont dit « non, 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 pas d'accord ». Alors voilà 4 photos qui vous montrent que cet espace qui était vide est devenu plein d'activités, de loisirs. La visibilité de l'agriculture a été permise par en particulier ce grand axe. Vous voyez ce grand axe? C'est l'axe l'allée royale de Villepreux, qui mène à un village au bout de 2 kilomètres qui s'appelle Villepreux, depuis l'axe du Grand Canal. Le château avait dit « nous allons reconstituer le mail original, 90 mètres de large, comme l'avenue de Paris ». 5-6 ans de négociations, les agriculteurs ont dit « d'accord, 5 mètres ». Et voilà le résultat de l'année dernière. La gouvernance, c'est ça. Et dans cette plaine de Versailles, qui est un lieu un peu symbolique, vous avez actuellement 3 paysagistes qui travaillent, à la fois pour articuler le château avec la plaine de Versailles, avec les grandes circulations du Grand Paris, etc. Vous avez des paysagistes qui travaillent sur la construction de cet axe qui permet de découvrir les paysages agricoles. Et vous avez une 3e qui anime, ou qui a animé, la charte paysagère de la plaine de Versailles. Un exemple assez comparable à ce qui se passe dans les parcs qui fonctionnent bien, les parcs naturels régionaux, et qui permettent à ce moment-là de mettre en scène un certain nombre d'autres activités comme les cueillettes directes que vous voyez là-bas, la circulation sur ces axes, et puis la référence historique à cette mémoire territoriale. Voilà de nouvelles pratiques qui sont apparues progressivement et qui ont été incitées par la Convention européenne et l'existence, et puis un certain nombre d'autres directives européennes, en particulier sur le débat public, sur l'obligation du débat public. Alors, je passe là sur un autre exemple d'une autre agglomération dans laquelle la gouvernance a été, avec le monde agricole, extrêmement importante. C'est la ville de Rennes, Rennes Métropole. Pratiquement ce que vous voyez, enfin, de manière symbolique, c'est-à-dire une coexistence apparemment très pacifique entre l'élevage et l'habitat, c'est le résultat de 25 ans de travail entre urbanistes, paysagistes, élus, etc., dans le cadre de ce qui s'appelle aujourd'hui Rennes Métropole. Bon, je vais aller au bout maintenant. 4e point, les arts visuels. Donc là, je vais passer un peu plus vite, mais je vais commencer par une citation de quelqu'un que vous avez sans doute écouté ici, Bernard Lassus. Et je pense que dans cette citation de 1979, il venait de publier l'ouvrage « Les habitants paysagistes », je pense qu'il dit l'essentiel de sa découverte, qui là est réellement une innovation. Cet incommensurable suggéré, nous l'avons appelé le démesurable. Cela veut dire qu'en fait, Bernard Lassus a introduit cette dimension que la technicité paysagiste avait un peu évacuée, que la pratique architecturale et urbanistique ignorait, qui est la notion d'imaginaire poétique. Et cette redécouverte, je dirais courageuse, car je dirais l'adversité dans ces années 70-80 était considérable, d'autant plus que Bernard Lassus n'était pas encore officiellement estampillé architecte paysagiste à l'époque. De montrer que finalement l'essentiel, ce n'était pas ce qui était vu, mais la manière dont on le percevait sur un plan émotionnel, sur un plan de sentiments, des impressions. D'ailleurs, pour lui, le paysage n'est que mental, ou plus généralement affectif. Le paysage matériel des géographes, pour lui, ça s'appelle toujours le substrat. Et ça, c'est une différence d'approche tout à fait importante qui lui a permis, en particulier, avec sa réalisation des années 80-90, le jardin des retours à Rochefort, d'illustrer cette pensée en pratique. Un autre exemple, un de ses élèves qui
qui est en fait un des rares paysagistes à intervenir sur des lieux de nature, au sens des parcs naturels, ou des réserves naturelles, du conservatoire du littoral en particulier, et qui montre, je dirais, une pratique qui n'avait pas inspiré des théories de Bernard Lassus sur la question de la reconnaissance. C'est un mot-clé qui appartient à la philosophie, mais qui a été transposé dans le champ du paysagisme, révéler les caractères d'un site. En fait, c'est une manière de dire, de mettre en paysage. Comme on met en patrimoine, c'est-à-dire qu'on instaure de manière un peu performative, par l'image, on désigne, le paysagiste dessine des lieux qui finalement prennent existence par leur représentation. Et cette façon de penser, je dirais, largement diffusée, mais elle se traduit, je dirais, par l'existence de lieux, de sites reconnus, reconnaissables, remarquables, mais qui peuvent être également ordinaires. Et c'est ça qui est aussi nouveau, c'est d'avoir introduit les paysages ordinaires à la suite, effectivement, de la Convention européenne, comme finalement des éléments de pratique pour qu'il n'y ait pas, d'un côté, des paysages remarquables, protégés, exceptionnels, historiques, et de l'autre, trois quarts du territoire français, des lieux où on pouvait faire presque n'importe quoi. Donc, l'idée de mettre en paysage l'ordinaire et de le singulariser à la fois par l'image, mais par les pratiques du corps, dans la promenade, font partie aujourd'hui des pratiques de reconnaissance au niveau communal, intercommunal. Et puis la troisième façon, je dirais, d'utiliser ces arts visuels a été les observatoires photographiques. Les observatoires photographiques, justement, l'image ici que vous voyez correspond à prise par Clément Briandet, un paysagiste formé à Versailles, vous montre 3 moments de marée dans le golfe du Morbihan. Et à chaque fois, l'image n'est pas la même. Et là, on est à une échelle de temps cyclique qui fait que finalement un paysage se renouvelle, mais en même temps change. Et ce qui est important, c'est dans le moment du regard et de l'impression, qu'est-ce que ça représente et comment on peut le représenter. En fait, ce qui se passe ici, c'est que les observatoires photographiques, et il y a dans la salle quelqu'un qui travaille là-dessus, dans un ouvrage qui, j'espère, va apparaître pour résumer ce qu'a été la politique publique des observatoires depuis 25 ans. 25 ans qu'on essaie de savoir, avec beaucoup de difficultés, entre les artistes créatifs d'images et les scientifiques, géographes en particulier, qui n'ont pas du tout la même idée de ce que c'est que suivre l'évolution d'un paysage. Mais aujourd'hui, il y a plus de 300 observatoires photographiques du paysage qui servent à la fois à dire l'ordinaire, à représenter l'ordinaire, mais en même temps à sensibiliser les élus et à permettre cette gouvernance paysagère, territoriale, dont je parlais, en particulier dans les parcs. Ici, on est dans le cas du parc naturel régional du Morbihan, créé en 2014. Voilà, donc pour terminer, dans des points, je dirais, un petit peu d'inventaire, sont les formations. Je vous l'ai dit au départ, on est passé d'une formation qui avait eu le monopole en relation avec l'horticulture à 6, sinon 7, selon la manière de compter, 7 formations, et aujourd'hui, plus de 3500 à 4000, c'est extrêmement difficile de les dénombrer, 3500 à 4000 paysagistes diplômés, sans doute beaucoup moins en action réelle. Et je cite ici Michel Corajou en 1980. C'est le moment où il entre dans la formation. Il était un peu dans la section du paysage à la fin. Et il dit, enseigner le paysage, c'est sensibiliser à l'extrême aux faits relationnels et non juxtaposer des matières enseignées. Et tout le problème a été là, d'articuler les ateliers de projet avec des connaissances érudites, encyclopédiques, de toute nature, à la fois scientifiques, artistiques, technologiques, politiques, etc., de façon à ce que cette masse de connaissances qu'on avait, et on en a de plus en plus, ne
gêne pas la capacité à créer des intentions de projet pour des jeunes paysagistes, et que cette disposition créative ne disparaisse pas ensuite face finalement à des connaissants, à des scientifiques, à des érudits, à des experts. Toute la difficulté a été dans ce bras de fer, dans la formation, et ensuite sans doute dans la réalité des pratiques. Alors j'énumère pour finir ces évolutions majeures, donc l'accroissement du nombre d'écoles, je l'ai dit, de 2 à 6. Alors pour ceux qui ne savent pas, les 5 autres, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, créée en 91, École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, créée en 93, École nationale supérieure de la nature... J'ai pas cité Blois. Blois, Lille, en 2008. L'école d'Angers, alors école d'ingénierie paysagiste, créée en 1972, mais où la thématique paysage n'a été déclarée qu'en 89, et qui aujourd'hui s'appelle Agrocampus Ouest, centre d'Angers. Et puis l'école nationale d'architecture des jardins de Paris, école privée. Il doit m'en manquer. Tout y est. Donc 5 écoles publiques, 3 ministères, 2 écoles privées. Oui, alors, moi j'en compte toujours une de plus, mais pour des raisons que on en comptera une. Parce que pour parler des concepteurs, il ne faut parler que de 6. L'autre est très bien, hein, mais elle n'en fait pas partie. Mais elle ne revendique pas, d'ailleurs, par ailleurs. L'accroissement du flux annuel, donc aujourd'hui, on arrive à 150 à 200 paysagistes par an qui arrivent sur le marché, c'est considérable, mais il y a beaucoup de pertes. Et puis, ce qui est quand même, je dirais, l'événement récent, c'est l'adoption du titre de paysagiste concepteur en 2016 par la loi du mois d'août, et dans son article 174, hein, c'est un tout petit truc, mais ça reconnaît, je dirais, l'existence d'un titre paysagiste. Et le combat, il existe depuis 50 ans. Parce que, vous ne savez peut-être pas, mais le titre de landscape architect n'est pas possible en France en raison de l'opposition de l'ordre des architectes. Donc on a discuté, la FFP a plaidé, et en même temps, il a fallu trouver une solution. Et la solution a été trouvée. Le titre désormais officiel qu'il porte, c'est paysagiste concepteur. Et donc 6 écoles permettent d'y accéder avec les diplômes de ces écoles. Je ne parlerai pas de beaucoup d'autres choses. La formation des maîtres d'ouvrage, j'y ai fait allusion, ça a été un événement extrêmement lent et invisible, mais fondamental. Le rôle des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, où des paysagistes sont employés avec des missions de conseil des maîtrises d'ouvrage. Les formations doctorales qui sont arrivées progressivement, incitées par les ministères, de façon à introduire la recherche. Et le mot recherche n'a pas le même sens dans le champ de la pratique que dans le champ universitaire. Un docteur, je dirais, de l'université n'est pas absolument semblable comme compétence, évidemment, avec le praticien qui cherche des solutions à son projet. Mais c'est le même mot, recherche. Et d'ailleurs, enfin bon, c'est un autre sujet. L'édition a été tout à fait importante. Dès les années 82, il y avait déjà un certain nombre de petites choses qui ont disparu. La revue Paysage et Aménagement est apparue en 82, a disparu en 96, et les Carnets du paysage, édition de 1 par an, est une revue tout à fait remarquable qui rend compte à la fois de l'articulation entre science, art et pratique paysagiste. Elle n'est pas sur Internet, ça c'est dommage. Peut-être qu'elle deviendra. Et puis une question qui émerge aussi et qui n'est pas encore résolue, c'est l'apparition d'une catégorie qui n'est pas le concepteur,
bien que ça fasse partie, qui est le médiateur. C'est-à-dire celui qui, dans le cadre d'une gouvernance, va associer les habitants, les acteurs locaux, à l'évolution et la construction de nouveaux paysages. Bon, ça c'est un petit peu en laboratoire, on va dire. Conclusion. Conclusion de cette histoire. C'est vraiment un résumé très bref. Je dirais qu'aujourd'hui, du point de vue des pratiques, et tous ceux qui rentrent dans ces pratiques par les diplômes et par le titre, on a affaire à deux manières aujourd'hui d'inventer ces milieux évolutifs. Ils sont évolutifs parce qu'aujourd'hui les projets ne disent pas voilà la phase terminale qu'il faudrait atteindre et après on reviendra comme dans le parc de Versailles à la situation initiale. Ils sont évolutifs. Ils n'ont plus de fin. Ils sont inépuisables dans leur changement. Donc il y en a deux. Ce que j'appelle la manière renouvelée et qui est en héritage, je dirais, de la pratique professionnelle. Elle est centrée sur le concepteur paysagiste, le maître d'ouvrage, la commande. Et l'essentiel de la pratique est autour de la mise en scène, de la scénarisation, de la mise en situation finalement de spectateurs, d'habitants également, par rapport à un site, de façon à se l'approprier, d'y avoir accès. L'enjeu, effectivement, c'est l'appropriation d'un site, sa réputation également, et la manière de le distinguer des autres. Et puis il y a une manière que je dirais innovante, au sens où elle n'existait pas avant, du tout. C'est celle qui est centrée sur l'usager, l'habitant, avec les pouvoirs publics et avec les professionnels du paysage. Et je ne dis pas paysagistes. Les professionnels du paysage incluant les paysagistes concepteurs. Car il y a les paysagistes entrepreneurs, il y a les paysagistes gestionnaires, dont je n'ai pas parlé, et qui ont des formations beaucoup plus scientifiques et techniques, mais qui sont absolument nécessaires pour gérer, manager les sites qui ont été conçus et réalisés. Donc deux façons différentes, et donc qui relèvent beaucoup plus que ce que j'ai appelé gouvernance et coévolution. Ce que je vais résumer par un schéma que vous allez comprendre tout de suite. Ces deux façons, en fait, il y a 1000 manières, singulières à chaque fois, si possible, de les combiner et de les hybrider de l'échelle du lieu à celle du milieu. Ça veut dire que la compétence n'est plus sur un site restreint, elle est sur des territoires à échelle beaucoup plus vaste, et en même temps, elle s'articule dans le temps, et dans un temps qui n'est jamais terminé. Donc dans mon schéma où il y avait un triangle au départ, il y a toujours l'État, il y a toujours les maîtres d'ouvrage, bien sûr il y a les paysagistes concepteurs, mais il y a en plus les habitants et les parties prenantes des projets. Merci de votre attention. Merci. Alors, peut-être pour les jeunes paysagistes qui sortent de ces écoles, est-ce que tu pourrais nous donner une petite prophétie face à ce que tu appelles le tournant écologique ? Vis-à-vis du tournant écologique, on va dire de la transition écologique, puisque c'est le nom du ministère, je crois que le cadre, l'histoire que je vous ai montrée, est loin, bien sûr, n'est pas terminée. L'histoire ne se termine jamais. Mais cette histoire, elle va emprunter, elle va se modifier au fur et à mesure que les conditions d'élaboration des projets vont inclure la commande publique et en même temps la demande habitante. Je pense que c'est, je dirais, la conjonction, l'articulation entre la commande publique et la demande habitante qui est l'enjeu des réponses à donner par les praticiens paysagistes. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer qu'une bonne réponse, c'est une réponse simple d'un praticien qui satisfait son commanditaire. Ce n'est plus possible parce que le seul qui peut aujourd'hui évaluer une action publique dans l'espace public qui va le concerner, la seule personne ou les seules personnes qui peuvent le faire de manière crédible, de manière justifiable, ce sont les usagers.
Et ça, c'était pas autrefois dans la culture des concepteurs, des architectes. C'est-à-dire, il y avait une expertise qui était donnée, finalement, à la fois par l'organisation professionnelle, par la reconnaissance des pouvoirs publics, qui se limitait à l'expertise. Aujourd'hui, moi, j'ai utilisé souvent ce terme de l'expertise sociale. Aujourd'hui, il y a une expertise sociale qui signifie que l'habitant, l'usager, attend, a des besoins. Mais en même temps, on ne peut pas faire seulement confiance, et nous, dans l'enseignement, on le sait, dans la recherche, nous ne connaissons pas suffisamment l'extrême diversité des demandes sociales. Car elle varie tellement que les sociologues ont presque abandonné cette idée de savoir exactement quelque part quelle est la demande sociale, sachant qu'il y a des gens qui passent, il y a des gens qui restent, et ces gens, en anglais people, intéressant d'ailleurs, people, dans la Convention européenne, a été traduit en français par habitants. C'est pas la même chose. People, c'est les gens, tout le monde. Habitant, c'est habitant de quelque part. Et c'est ce quelque part qui fait la différence et qui fait qu'on n'est pas dans une situation où, comme dans le cas d'un logement qui est tout neuf, on attend les usagers. Il y a déjà des histoires, il y a déjà des usagers, il y a des souvenirs, il y a des mémoires, et en même temps, il y a des besoins de ce que veulent les gens. Combien de fois mes étudiants, enfin doctorants surtout, m'ont dit il y a vraiment quelque chose qui revient toujours dans les enquêtes. C'est notre maire, il est bien. Vraiment, on a eu beaucoup de transformations dans la commune, mais on n'a jamais eu ce qu'on avait demandé. Merci. Vous avez des remarques ou des questions à poser à notre invité ? Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. C'était bien. C'était bien. Évidemment, j'aurais sans doute pris un corpus documentaire un peu différent. Je m'en doute. Ah, tu t'en doutes. Mais surtout, je voulais dire ce que tu disais toi-même à tes doctorants. C'est-à-dire que lorsque l'on a terminé un travail comme ça, au-delà des conclusions, il faut proposer des ouvertures. Je suis d'accord sur tes conclusions. Mais je pense que cette histoire du paysagisme reste à écrire, et je pense qu'il y aura pas mal de versions, comme tu l'as dit d'ailleurs toi-même au début de cette intervention. Je crois qu'effectivement, notre réponse doit être renouvelée et innovante, et comme tu viens de le dire, elle doit émerger d'une concertation. Et ça, c'est un sport nouveau. C'est un sport nouveau pour les maîtres d'œuvre. La concertation, on n'a pas été formé à ça. Je pense d'ailleurs qu'on continue de ne pas être formé à ça dans les écoles. Il faut donc trouver les méthodes de cette concertation pour qu'elle ne soit certainement pas une manipulation et pour qu'elle puisse aboutir à la transformation de l'espace concret. Et pour que cette transformation de l'espace concret puisse faire paysage. Tu vois, j'en profite un peu comme ça, t'as bien compris. Hein, voilà. Non, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et tous ceux qui sont ici déjà paysagistes concepteurs ou étudiants doivent se dire que cet art en est à ses débuts. Alors que l'on peut lire des documents du XVIIIe siècle, par exemple, qui laissent à penser qu'ils avaient déjà tout trouvé. Mais cet art est à ses débuts, notamment parce qu'il est devenu démocratique. Oui, simplement un élément de réponse. Un art démocratique, je dirais, c'est presque un pléonasme. Dans la mesure où l'art s'adresse, je dirais, pas simplement à une élite, mais s'adresse finalement à tout un chacun. Et la manière dont l'artiste réinterprète
recompose, reconstruit, redonne à voir, c'est effectivement l'enjeu. Et d'un point de vue formation, d'un point de vue recherche, nous n'avons pas, je dirais, tous les éléments de fabrication de ces experts, de ces artistes. Et le problème, c'est qu'en fait, on les a. Est-ce qu'on les aurait eus d'un point de vue universitaire? Non, on ne les aurait pas eus. On n'aurait pas eu les recherches, les résultats de recherche. Et c'est bien parce qu'on a mis en avant les ateliers, les ateliers dans les écoles que la communication directe s'est faite entre les meilleurs praticiens et les jeunes apprentis, sans qu'on ait pu trouver encore de manière satisfaisante l'articulation avec les universitaires. Est-ce que les universitaires sont simplement des experts qui interviennent à un moment déterminé, puis qui repartent? Donc, je pense qu'on a réussi à préserver ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire le lieu, finalement, de la transmission. Et cette transmission ne s'arrêtera jamais. Est-ce qu'on peut l'améliorer avec plus de résultats de recherche pertinents, convaincants pour faire mieux? Moi, je pense qu'on est là dans une difficulté qu'on arrive très bien à résoudre dans la recherche médicale, parce que l'univers, le monde est homogène, il est scientifique. Dans le cas où on coexiste le monde de la création et le monde de la science, des sciences et des techniques, les articulations ne sont pas évidentes pour une raison assez simple. C'est que les carrières, les besoins, les métiers sont différents, ont des finalités différentes. On n'est pas sur la même voie au sens de la voie ferrée. Pas du tout. En fait, les voies, au sens voie ferrée ou voie autoroutière, se croisent simplement dans les écoles. Oui, bonjour. En architecture, il existe l'assistance à maîtrise d'ouvrage et il apparaît maintenant l'assistance à maîtrise d'usage. Est-ce que ça figure aussi dans la création du paysage? Je me souviens de la notion de maîtrise d'usage qui a été souvent prononcée, évoquée dans nos débats d'enseignants. En fait, ça n'a jamais abouti. Enfin, du moins, ça n'a jamais été formalisé comme on pourrait comme ça se passe d'ailleurs dans l'architecture. C'est-à-dire, il y a une sorte d'évidence qui tourne autour du problème de l'œuvre. Et l'œuvre, je dirais, elle nécessite d'être accompagnée dans son devenir historique. Et la maîtrise d'usage revient finalement à énoncer les règles à la fois d'évolution et de conservation de ces œuvres. Dans le cas du paysage, est-ce qu'on a affaire toujours à des œuvres? Est-ce que la plaine de Versailles va devenir une œuvre? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Pour l'instant, c'est un territoire partagé. Donc, entre un territoire partagé et une œuvre partagée, il y a une différence considérable de nature. Donc aujourd'hui, la maîtrise d'œuvre des paysagistes, bien sûr, est reconnue, mais la maîtrise d'usage fait appel aux notions de gestion. C'est un autre métier. En anglais, on dit landscape manager. Et le landscape manager, il veille un petit peu à tout. C'est une sorte dans le monde rural, anglais, hollandais, c'est une sorte on appelait ça autrefois les gardes champêtres. Donc ils font à la fois la sécurité, ils veillent, ils résolvent des conflits. Donc il y a tout un ensemble d'usages qui finalement ne relèvent plus d'une conception, et je pense que c'est landscape manager. Moi, je les ai vus à l'œuvre en Angleterre, mais il y a 30 ans. C'était une évidence dans la campagne anglaise. Et la campagne anglaise, c'est sacré. C'est un paysage consacré. Donc il n'y a pas d'autre solution, c'est une œuvre culturelle, la campagne anglaise. Pas partout, hein, mais dans certains coins. Donc on a eu besoin, et ils existent, de fonctionnaires territoriaux, etc., qui sont là en situation d'organisation, de surveillance, de contrôle, de la même façon qu'il existe des gestionnaires des parcs publics en France, dans les villes. Donc, comme dit Pascal, on est au début d'une longue histoire autour de la conception et de l'accompagnement ensuite du devenir de ces territoires. Et tous ne deviendront pas des œuvres, ce qui n'empêche
pas que tous, à mon avis, auraient besoin d'une reconnaissance. Charles Dard n'est pas là, donc je vais faire mon paysagiste impertinent. Ah, vas-y. Je vais essayer de le remplacer, c'est pas facile. Merci Pierre pour cette vision, on va dire, distancée de notre profession. Ce qui m'intéresserait un peu, c'est d'avoir ta petite histoire, en fait, à toi des paysagistes et ta relation, en fait, que tu as eue avec, il me semble, avec certains, avec des grands paysagistes. Il me semble, avec Corajou, il me semble que tu étais dans l'équipe du Parc du Saussay, il me semble, au niveau du concours. Et après, tu as suivi Bernard Lassus au DEA. Donc ça m'intéresserait de savoir, pourquoi il y a eu ces choix, ou quel est ce parcours, en fait? C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Nous étions au départ deux enseignants parmi les premiers, l'autre étant Marc Rumlard, qui est, comme moi, ingénieur horticole et écologue, botaniste. En 1979, dans l'école, on a vu se différencier deux ateliers, avec deux postulats de pensée du paysage différents. Un atelier avec Michel Corajou et Alain Provost, et un atelier avec Bernard Lassus et Pascal Aubry. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de nos compétences. Alors, avec mon ami Rumlard, on a dit, l'un va avec un groupe et l'autre va avec l'autre. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Merci Pierre pour cette belle conférence. Je voulais juste te dire, c'est un peu terre à terre, mais la question de la reconnaissance des écoles et des diplômes, tu as fait une toute petite erreur, c'est-à-dire que parmi les 6 écoles, seuls sont reconnus les diplômes des écoles nationales. Je le dis parce qu'ici, il y a peut-être des gens concernés. Et donc, ça concerne les DPLG, Versailles, Versailles, Bordeaux, Lille. Ouais. Les diplômés de Blois, après les 4 premières promotions qui ne faisaient pas l'objet d'un diplôme national, et Agrocampus et Angers. Les autres, c'est-à-dire l'ITIAP. Oui, je suis d'accord pour l'ITIAP. Voilà. Pas l'ITIAP, les sages. Oui. Le diplôme n'est pas reconnu, donc il faut qu'il passe... un master. Il faut qu'il fasse la demande de reconnaissance, voilà. Ah oui, en fait, ce que j'ai pas dit... Non, mais ils ne sont pas reconnus. Le diplôme n'est pas reconnu par la loi de 2016, par l'article 174. Ah pardon, j'avais cru que... Merci de rectifier. Donc merci Pierre. Juste une information avant que vous vous leviez, que la prochaine expérience de paysage aura lieu le 31 mars. On accueillera le collectif du paysage de l'après-pétrole. Et je voudrais remercier donc pour l'organisation des expériences notre partenaire ProUrba, que vous connaissez peut-être, qui est producteur de mobilier urbain, qui participe à l'aménagement urbain, qui nous suit sur ce cycle de conférences. Et je voudrais remercier aussi la caméraman Pascal Gélès, qui nous suit aussi depuis quelques années sur ces conférences. Merci. Merci à tous. Au revoir.